Bien, eh ben, écoutez, je commence. Merci à l'ORIF de cette invitation et de ce cycle de séminaires. Je suis donc François, je vous parle depuis Lorient, en Bretagne. Je suis effectivement formateur et chargé de recherche dans une école de travail social. Je suis aussi le coordinateur des actions de recherche d'un projet qui s'appelle le Lab Access, auquel participent à la fois Pierre Mazet et Pascal Plantard, ça a été dit, qui sont les autres intervenants de la séquence. Et ce projet Lab Access qui s'intéresse à la question de l'accès au droit dans un contexte de dématérialisation. On a un certain nombre de travaux en accès libre, en Creative Commons sur notre site, dont je vous donnerai le lien dans la matinée. Et je suis effectivement doctorant au laboratoire CREAD, laboratoire de sciences de l'éducation à Rennes 2, à l'université Rennes 2, et je travaille sous la direction de Pascal Plantard sur la question des pratiques et des usages numériques des professionnels du champ du travail social. Mes terrains de recherche, ce sont donc dans le cadre du Lab Access, les territoires, certains territoires bretons et sur lesquels interviennent de manière parfois coordonnée, parfois non coordonnée, tout un ensemble d'acteurs du champ social, du champ de la culture, du champ de la médiation sociale et de la médiation numérique. Et je m'intéresse aussi, on sera moins question aujourd'hui, mais je travaille beaucoup dans le champ de la protection de l'enfance, dans les maisons d'enfants à caractère social ou les familles d'accueil, pour regarder comment se déploie la question de l'éducation au numérique et ou de l'accompagnement et de la régulation des usages numériques des enfants placés. Donc, ma présentation de ce matin s'inscrit dans l'étude. Enfin, je compte vous partager avec vous un certain nombre de travaux et de réflexions qui portent sur les transformations des pratiques professionnelles, des travailleurs sociaux et des intervenants sociaux dans la société numérique, telle que, pour reprendre l'expression d'Isabelle Compiègne, qu'est-ce que c'est une société numérique? Eh bien oui, c'est une société où les dispositifs sociotechniques, parce qu'il n'existe pas de dispositifs strictement techniques, mais ils sont toujours sociotechniques, c'est-à-dire ils se déploient dans une société donnée, ils permettent aux personnes de se saisir et de développer des usages. Donc, une société numérique où finalement les technos et les pratiques accompagnent, permettent ou provoquent des évolutions significatives dans différentes dimensions de la vie sociale, le travail, l'économie, l'accès au savoir, l'accès à l'information, la production d'informations, la culture, les loisirs, les communications, l'entretien des sociabilités, etc. Pascal a certainement dû vous, lors de la précédente séance, voilà, dresser le tableau de ce fait total, de ce fait social total qu'est aujourd'hui le numérique. Donc, moi, dans mes travaux, je m'intéresse à la transformation des pratiques professionnelles sous l'angle des pratiques numériques, donc des processus d'appropriation de la technologie par les intervenants et les travailleurs sociaux, mais aussi, bien sûr, à leurs pratiques non numériques, c'est-à-dire à comment se déploie l'accompagnement dans un environnement hybride où les technologies sont présentes, mais qui, bien sûr, n'effacent pas l'existant. Voilà, je vais avoir une intervention de 2 fois 20 minutes du coup, en 2 temps, autour de 4 points. Je souhaiterais commencer à parler voilà, de la manière dont on peut saisir les pratiques numériques des intervenants et des travailleurs sociaux. Je proposerai un cadre d'analyse qui permet d'en saisir la diversité et la distribution hétérogène en fonction des professionnels et des secteurs concernés. Et puis, je parlerai dans un deuxième temps de la manière dont certains usages sociaux du numérique s'érigent en exigences sociales, et c'est le cas, par exemple, de l'accès au droit dans un contexte de dématérialisation. Je m'arrêterai pour qu'on puisse échanger. Et puis, dans un second temps, je présenterai voilà, une enquête plus qualitative qui a
porté sur un certain nombre d'accompagnants sociaux dans donc, des travailleurs sociaux, mais également des agents d'accueil, des personnes qui travaillent dans des espaces France Service ou dans des maisons de services au public. On s'est intéressé avec mon collègue Pierre Mazet à ce qu'ils vivaient et à la manière dont les demandes d'aide numérique qui leur sont adressées pouvaient produire dans leur quotidien un certain nombre de troubles. C'est comme ça enfin, en tout cas, c'est le concept d'épreuve de professionnalité qu'on convoque pour penser ce à quoi sont confrontés les accompagnants sociaux face à la montée et à la massification des demandes d'aide aux démarches administratives. Voilà. Je terminerai mon propos en présentant les perspectives de l'inclusion numérique et comment cette question de l'inclusion numérique amène un certain nombre de champs à travailler ensemble, et notamment celui de la médiation sociale, de la médiation numérique et du travail social. Voilà pour le programme. Alors, je commence tout de suite par une citation, mais qui vaut un peu chapeau de mon intervention. C'est une lapalissade, enfin en tout cas c'est une évidence aujourd'hui que de dire, comme Serge Proux en 2002, il y a déjà 20 ans, qu'on observe des changements liés au numérique dans tous les aspects de la vie sociale. Mais le point important, c'est qu'il n'existe pas de déterminisme technique et que le numérique ne change pas tout partout pareil, et que si on veut s'intéresser à ces questions, il faut regarder dans chaque domaine de la vie sociale quel type de changement, d'amplification ou d'aménagement se produit à l'intérieur de chacun de ces domaines de la vie sociale. Puisque, bien sûr, le numérique n'abolit pas les rapports et les structures antérieures. Et par exemple, dans le champ du travail social, mais aussi, par exemple, dans le travail qui peut se dérouler dans les médiathèques ou les bibliothèques, ou dans les associations de médiation sociale, qu'est-ce que le numérique finalement provoque comme changement? Comment ça s'articule avec les manières de faire et les manières de penser précédentes? Donc sortir d'une perception du numérique comme un grand tout qui exercerait un pouvoir sur la société et ses composantes, pour regarder finalement un peu plus finement comment chaque composante de la société a à faire avec le numérique. Alors, la vidéo que vous avez pu voir en introduction, enfin en tout cas les 5 premières minutes, est effectivement issue d'un travail de recherche qui s'est déroulé en Bretagne entre 2017 et 2018, sur l'impulsion du comité régional du travail social. On a la chance d'avoir un comité de ce type en Bretagne qui a chargé mon équipe de recherche de mener une enquête sur les usages numériques dans le cadre de l'accompagnement éducatif et social. On était à une époque où les préoccupations autour de cette question dans le champ du travail social commençaient à monter. Il n'y avait pas, l'état de l'art n'était pas très conséquent. Il y avait notamment une étude d'Yves-Marie Davenel réalisée pour Emmaüs Connect dans le champ de l'insertion sociale qui travaillait sur ces questions, mais globalement un besoin identifié en Bretagne et ailleurs en France de regarder un peu finement, avec une question naïve finalement, à quel endroit, dans quelle mesure les usages numériques sont présents dans l'accompagnement éducatif et social. Donc, on a réalisé une étude de terrain auprès de 11 structures différentes en Bretagne, dans des champs diversifiés, protection de l'enfance, insertion, handicap, gérontologie, etc. Et on a rencontré des professionnels et des personnes accompagnées. Et en parallèle de ce travail de recherche se déroulait le tournage d'un film documentaire qui, vous le verrez si vous avez l'occasion de le regarder, permettait de recueillir un certain nombre de témoignages de professionnels et de personnes accompagnées. Alors, je vais livrer
quelques résultats de cette enquête. Alors, le premier point sur lequel j'ai envie de discuter ce matin, c'est que de manière assez évidente, il existe différentes perceptions du numérique chez les accompagnants éducatifs et sociaux. On pouvait s'en douter. Et en recoupant les différents matériels qu'on a obtenus lors des entretiens et lors du tournage du film, on a pu construire une typologie idéale typique, qui a l'intérêt et les limites de ce genre de démarche, hein, mais qui permettait de distinguer que 4 types de perceptions présentes dans les discours des travailleurs sociaux et des personnes accompagnées. Alors, je vous la livre, cette typologie. Premièrement, le numérique peut être perçu comme une fatalité. Ça s'impose, il faut faire avec. Le numérique est là, et la question qui se pose finalement au travail social, c'est de se le coltiner, hein. Il faut faire avec ces changements, ces changements qui surviennent avec le numérique. Donc, en parallèle, ou en tout cas en réponse un peu à cette première perception, on a la catégorie du mouvement. L'idée que le numérique change la société et que finalement, il faut adapter les pratiques, les manières de faire, les manières de, de porter un regard sur l'évolution des problématiques sociales, etc. Pour d'autres professionnels, le numérique constitue une promesse. Il offrirait des moyens nouveaux pour agir. Il faut évoluer puisque, par exemple, les possibilités de communication à distance, les possibilités de travail collaboratif offrent aux travailleurs sociaux, aux intervenants, des moyens nouveaux pour agir. Et il est tout à fait intéressant de pouvoir s'en saisir pour faire son boulot. Enfin, il était assez évident que pour un certain nombre de personnes rencontrées et interrogées, le numérique constituait en fait une menace, et c'est la crainte qui trouvait à s'exprimer de manière forte dans les discours qu'on a pu recueillir. L'idée que le champ professionnel est confronté à un numérique qui détruit et appauvrit, et au fait duquel il faudrait arriver à se protéger, à préserver ce qui fait l'identité des professionnels et la spécificité des métiers. L'idée d'un numérique qui serait finalement à côté du travail social et dont il faudrait préserver l'intégrité du champ. Alors, ces 4 perceptions, encore une fois, ne permettent pas de distribuer les personnes rencontrées dans des cases, et dans bien des discours, plusieurs de ces dimensions sont présentes en même temps. Alors, comment on peut s'expliquer cette diversité de regards portés sur la question du numérique? Je pense que Pascal a dû en dire un mot lors de sa précédente intervention, mais le premier élément, c'est que on sait, enfin, les personnes qui s'occupent d'histoire des innovations techniques savent que chaque innovation technique véhicule ce type de rapport ambivalent, ou en tout cas polarisé, à la technique. À chaque fois, les innovations techniques sont le vecteur de discours extrêmement polarisés. D'un côté, le numérique, la technique peut nous sauver. C'est tout à fait ce qui déclenche ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, un problème, une machine ou un service. Et avec ça, on va pouvoir régler les difficultés auxquelles on est confronté. Et de l'autre, des formes de technophobie où finalement le numérique, ou en tout cas la technique, peut tout à fait nous faire du mal, hein, pour le dire très rapidement. Donc ce schéma polarisé se retrouve toujours dans le développement des innovations techniques.
Mais une fois qu'on a dit ça, c'est certainement pas suffisant. Et la seconde partie de l'enquête qu'on a menée avec le CRTS permet d'affiner un petit peu le sens qu'on peut porter à ces perceptions polarisées. On a finalement, dans cette enquête, interrogé les personnes, les travailleurs sociaux et les personnes accompagnées sur la place que prenaient les technos dans l'accompagnement éducatif et social. Et il ressort de cette démarche que les technos sont présentes dans différentes dimensions de l'accompagnement et que, en fait, dans une grande diversité de dimensions. Et que finalement, lorsqu'on parle du numérique, on peut tout à fait parler de choses extrêmement différentes. En fait, on va parler des machines, mais dans des contextes d'activité qui sont parfois très différents les uns des autres, ce qui entraîne de la confusion. Euh, voilà. Et en fait, pour saisir cette diversité, on a construit une matrice qui permet de rendre compte des différentes dimensions de l'activité des travailleurs sociaux et des intervenants sociaux dans lesquels les technos numériques sont susceptibles d'intervenir. Il y a quatre pointes à cette matrice et chacune d'entre elles, est susceptible effectivement de mobiliser des technologies numériques et qui sont le support de pratiques numériques dans le cadre de l'accompagnement. La première de ce qu'on a appelé une logique d'activité, embarquant potentiellement des usages numériques, c'est celle qui est en haut du schéma, c'est la logique d'informatisation. Toutes les situations professionnelles dans lesquelles le numérique peut être le support d'activités de traitement et de partage de l'information concernant l'usager ou l'accompagnement. C'est le progiciel, c'est le dossier informatique des personnes hébergées sur un système d'information partagée. C'est aussi l'ensemble des documents relatifs à l'accompagnement ou à la personne qui vont être stockés ou hébergés dans les systèmes informatiques de l'institution. Donc, première dimension, le traitement et le partage de l'information. Et en bas de cet axe vertical, on trouve une autre logique d'activité qu'on a appelée la logique informationnelle, ce qui désigne cette fois-ci les situations où le numérique peut être convoqué pour partager et mobiliser des informations et des ressources en ligne. Ce sont les cas où la techno est présente, par exemple, pour faire une recherche d'informations sur des éléments utiles aux personnes, horaires de train, questions de mobilité, euh, euh, informations relevant du droit. Un certain nombre de professionnels nous expliquent que finalement, aujourd'hui, leur ordinateur au boulot est le premier support de leur veille professionnelle et qu'ils peuvent tout à fait se servir d'Internet aussi pour conseiller à des personnes de se rendre sur tel site comme Le Bon Coin ou autres ressources potentiellement mobilisables en ligne. Donc, deuxième logique d'activité, l'informationnel, où finalement les ordis connectés ne sont pas utilisés pour faire des choses en interne, hein, traiter de l'information, mais aller chercher finalement en ligne des éléments utiles. Sur un axe plus horizontal et plus communicationnel, on distingue deux autres logiques d'activité. La médiatisation concerne les situations où le numérique est un moyen ou un support de l'accompagnement socio-éducatif. Alors, c'est notamment la communication médiatisée, hein, le fait de pouvoir envoyer des mails, envoyer des SMS, voire utiliser les réseaux sociaux pour communiquer avec les personnes qu'on accompagne, communiquer ou interagir, rentrer en relation ou entretenir la relation. On a tout un tas d'exemples dans les différents champs où finalement le numérique est un support parmi d'autres de la boîte à outils communicationnelle des travailleurs sociaux. C'est aussi la médiatisation, la longue histoire des supports que les intervenants peuvent se donner pour agir
pour faire des choses avec les personnes. Je pense, par exemple, aux caméras vidéo, aux jeux vidéo, donc aux consoles de jeux, à la question de la photographie. Enfin, ces outils-là, pour le coup, vraiment une dimension très instrumentale, qui, j'allais dire de tout temps, permettent, au même titre que d'autres supports, à des intervenants de créer des situations socio-éducatives en mobilisant des supports. Et le numérique peut être convoqué aussi dans ce cadre-là. Dernière dimension de notre matrice, qu'on a appelée la logique de médiation. La logique de médiation, cette fois-ci, le numérique n'est plus un moyen de l'accompagnement, il en devient un objet. Et c'est par exemple le cas lorsque des travailleurs sociaux ont à réguler les pratiques numériques des personnes, évaluer leurs compétences numériques, voire les accompagner dans la réalisation d'un acte numérique comme une démarche administrative en ligne. Dans ce cas-là, le numérique, finalement, est donc un objet de l'accompagnement ou de l'intervention. Donc, François, l'intérêt… j'attire Oui, juste sur ton attention que les 20 minutes sont passées, donc ça oui, passe ça très va vite. vite. Donc si tu peux, voilà, peut-être encore, je te laisse encore quelques minutes, enfin voilà, je te laisse présenter encore peut-être les prochaines slides, mais Ouais, peut-être voilà 5-10 minutes encore pour ensuite avoir les 20 minutes de débat ou les 10 minutes de questions. ouais, je vais adapter. OK. Donc, l'intérêt de cette matrice, c'est donc de pouvoir pointer deux choses. C'est que les pratiques numériques ne nous disent rien en elles-mêmes, hein. Par exemple, la question de la communication à distance n'a du sens que si on la replace dans le cadre de l'entretien de la relation d'aide, par exemple. Et que aussi, lorsqu'on dit numérique dans le champ de l'accompagnement social et éducatif, finalement, on peut avoir affaire à des logiques d'activité qui ne sont pas les mêmes et qui sont chacune porteuses d'enjeux professionnels bien particuliers. Par exemple, euh, très clairement, les logiques d'informatisation posent des questions en termes de confidentialité de l'information qu'on recueille auprès des personnes, à qui, qu'est-ce qu'on recueille comme information, qu'est-ce qu'on rentre dans un logiciel, qui y a accès, comment on partage ça. Et ça, c'est une question pour les professionnels, c'est une question en soi qui a déjà une longue histoire, qui s'inscrit dans les logiques de secret professionnel, de secret partagé, etc., et qui nécessite une réflexion bien particulière. Mais lorsqu'on dit le numérique, ça peut aussi convoquer d'autres types d'enjeux professionnels, comme par exemple la communication médiatisée. C'est comment, à quel moment est-ce que je peux proposer à une personne de communiquer avec elle par mail ou par SMS? Qu'est-ce que ça induit dans la relation? Qu'est-ce que ça permet? Comment ça peut venir modifier mon rapport professionnel privé dans le cadre de mon boulot? Donc, premier enjeu, certainement, prendre acte que le numérique et le travail social, c'est une formulation qui potentiellement peut faire écran à l'identification un peu plus précise des enjeux professionnels qu'on a à traiter. Il faudrait pouvoir déconstruire le grand tout du numérique pour regarder finalement de quoi on parle lorsqu'on s'intéresse à ces questions dans le champ professionnel du travail social. Alors, rapide état des lieux, et puis effectivement, je vais ensuite m'arrêter là. Le numérique, aujourd'hui, sur les terrains professionnels, c'est à la fois des tâches prescrites, hein, ce que les employeurs attendent des professionnels qu'ils fassent. C'est à la fois aussi des normes d'usage, c'est-à-dire qu'il y a il y a des manières de faire dans certaines équipes qui s'instituent autour de numérique. C'est aussi des pratiques individuelles, hein, c'est-à-dire des professionnels qui développent leurs propres usages parce que ça fait sens pour eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le développement des pratiques sur les terrains est assez largement hétérogène et jusque dans une même équipe, des usages intensifs peuvent cohabiter avec des non-usages ou des usages limités. Important de dire que
les non-pratiques ou les pratiques limitées des travailleurs sociaux ne sont pas forcément synonymes d'incompétence ou d'incapacité à faire du numérique. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire qu'on ne fait pas. Parfois, ça peut être parce que les professionnels jugent que la technologie qu'ils auraient proposée n'est pas compatible avec leur cadre éthique et déontologique, par exemple, ou qu'elle n'est pas utile ou pas acceptable dans le contexte du travail. Donc, il ne faut pas ramener forcément la question de la pratique numérique, encore une fois, à la capacité, aux capacités ou aux compétences des professionnels. Cela dit, il est assez évident que dans le champ professionnel, ce que font les intervenants sociaux et les travailleurs sociaux avec les technos convoquent beaucoup de leurs dispositions personnelles. Le contexte est celui d'une formation initiale quasiment inexistante sur les questions des cultures numériques et des pratiques numériques, encore que ça a un peu changé avec la réforme des diplômes d'État. Mais globalement, deux choses. La formation est souvent absente. Lorsqu'elle est présente, elle porte plutôt sur des aspects techniques, de prise en main d'un logiciel spécifique ou de découverte d'une plateforme d'accès au droit, par exemple, mais assez rarement sur les dimensions usage, c'est-à-dire comment on entend, en tant que professionnel, en tant qu'équipe, se servir, ou quel sens on va donner à la pratique numérique dans le cadre du boulot. Ce que je veux dire, c'est que de manière assez constante, les pratiques numériques sont absents des cadres de délibération et de réflexivité usuels dans le champ du travail social, que sont les supervisions, les analyses de pratiques, etc. C'est vraiment du côté de la technique que cette question est envisagée, et ça explique aussi la manière dont les professionnels se positionnent par rapport à ça. Voilà. Dernier propos, ce qui fait que, à mon sens, lorsqu'on veut penser la question des transformations de la pratique professionnelle liée au numérique, il faut s'appuyer sur il faut prendre en compte deux dynamiques. La première, c'est l'évolution des environnements de travail caractérisés, mais en fait depuis les années 70, ça ne date pas de l'année dernière, donc caractériser cette évolution par la diffusion de dispositifs sociotechniques et le développement de pratiques numériques. Ça a été d'abord l'informatisation, puis l'arrivée des systèmes interactifs, puis l'arrivée des moyens de communication numériques, le mail, etc., jusqu'à aujourd'hui, avec donc la pénétration forte des demandes d'aide numérique. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, le premier niveau, c'est celui-ci, c'est-à-dire l'environnement des travailleurs sociaux s'hybride progressivement, se compose aujourd'hui, donne une place plus large à la présence des technos, et les professionnels ont à les utiliser en quelque sorte. Et c'est tout à fait intéressant de s'interroger sur la manière dont les professionnels, finalement, s'emparent des outils numériques dans le cadre de leur pratique. Premier élément. Mais il y a aussi, parce que, et j'irai vite là-dessus parce que je dépasse le temps, les travailleurs sociaux sont aussi tournés, bien sûr, vers leur public et vers le monde social, pour le dire vite. Du coup, la deuxième dynamique à prendre en compte, c'est comment, finalement, les usages sociaux du numérique se massifient, se banalisent, et ce faisant, actualisent un certain nombre de problématiques sociales. Des personnes en situation d'électronisme, entre guillemets, des phénomènes d'exclusion numérique, voire des phénomènes d'inégalité face au numérique, qui interpellent aussi les travailleurs sociaux. Et du coup, la question, ce n'est pas simplement comment moi je me sers de la techno en tant que travailleur social, mais aussi comment je pense mon activité professionnelle dans un monde devenu numérique. Qu'est-ce que c'est que l'éducation dans une société numérique? Qu'est-ce que c'est que l'autonomie dans une société devenue numérique? Et du coup, il faut aussi prendre en compte ce deuxième aspect pour saisir les transformations liées à la pratique. D'autant plus lorsque un certain nombre d'usages sociaux du
du numérique ont tendance à s'ériger comme des exigences sociales. On a longtemps pensé le numérique, ça a été le cas au moins jusqu'au début des années 2000, comme une opportunité qu'on pourrait saisir. Oh là là, on peut faire plein de choses avec le numérique, mais il y a des gens qui restent à côté, de la société de l'information, comme on disait à l'époque. Comment le travail social pourrait permettre à ceux qui sont exclus du numérique de profiter du numérique. C'était un peu la logique. C'est comme ça que c'est structuré, par exemple, la thématique de la fracture. Il y a ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors. Donc, comment on fait pour faire rentrer ceux qui sont dehors dedans? Bon, c'était une première chose. Mais aujourd'hui, depuis, on le voit avec à la fois ce qu'on appelle la dématérialisation, mais aussi, on l'a vu pendant le confinement avec la continuité pédagogique, le numérique, dans un certain nombre de situations sociales, n'est plus une option, c'est une exigence. Et ça change un peu la donne. Il ne s'agit plus de permettre aux personnes, éventuellement peut-être, si elles le souhaitent, de s'en saisir, mais de prendre acte qu'un certain nombre de situations sociales comportent des exigences de connectivité, des exigences de pratique numérique, et pour les travailleurs sociaux, forcément, la donne change. Voilà, je m'arrête là pour l'instant et je m'excuse d'avoir dépassé un peu le temps. Enfin, je m'arrête là, c'est-à-dire qu'on rentre, je te repasse la main, Gaël, et puis on peut rentrer dans un temps d'échange et de réaction sur ce que je viens de dire. Ton micro est coupé. Oui. Là, je ne sais pas s'il y a un premier tour de réaction ou d'échange, de questions que vous voudriez poser à François. On peut se prendre quelques minutes. Alors, n'hésitez pas à réactiver vos micros. Je me permets. En fait, dans ce que j'ai compris de votre analyse, il y a à la fois les freins que les gens ont, notamment, on va dire, ceux qui n'ont pas les outils et qui ne sont pas formés, etc. Mais il y a aussi un peu on dirait que les travailleurs sociaux sont aussi réfractaires à se mettre à la page dans ce que j'entends. Oui, je vous remercie. Je vous remercie, ça me permet de préciser. Non, je ne pense pas que les travailleurs sociaux soient réfractaires au numérique. En fait, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que c'est peut-être pas la bonne manière de poser la question. Quel est le rapport des travailleurs sociaux au numérique? Moi, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait... si on interroge les travailleurs sociaux sur qu'est-ce que tu penses du numérique, tu es d'accord ou tu aimes bien le numérique, on risque assez vite de ne pas savoir quoi faire de ces réactions-là. Pour le dire simplement, si on demande aux travailleurs sociaux qu'est-ce que c'est l'accès au droit aujourd'hui, ou qu'est-ce que c'est, quels sont les supports intéressants pour établir la relation d'aide avec les personnes, ou qu'est-ce que c'est que l'éducation aujourd'hui dans cet environnement hybride, eh bien, on va certainement avoir des professionnels qui vont se sentir très concernés. Donc, ce n'est pas la question du rapport au numérique. On pourrait dire que c'est la question du rapport à l'activité professionnelle et à ses finalités dans une société devenue numérique. Et justement, une des difficultés qu'on peut avoir, c'est puisque, comme Pascal l'a certainement expliqué, puisque le numérique, c'est un peu un totem qui exerce une forme de fascination. Hein, on le met au centre de la réflexion. Et vu qu'on met le numérique au centre, on se concentre sur lui, comment ça marche, je sais faire, je ne sais pas faire. Voilà. Donc, la proposition qui est la mienne, hein, c'est plutôt d'installer le numérique à sa place, c'est-à-dire comme un élément significatif. Hein, il ne s'agit pas de le minimiser, mais comme un élément de l'environnement social et technique dans lequel se déploie aujourd'hui l'accompagnement. Mais la question, ça reste bien l'accompagnement, ça reste bien
la relation d'aide. Ça reste bien le secret professionnel, etc. etc. Donc, c'est d'abord une manière de poser les choses, pas autour du numérique, mais autour de la pratique. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, ça suppose quoi? Ça suppose, pour les professionnels, d'avoir les moyens néanmoins de considérer ce qu'est le numérique, c'est-à-dire de déconstruire un certain nombre de représentations, mieux le connaître, savoir effectivement s'en servir, en bref, se l'approprier. Donc, on pourrait dire une dimension cognitive, critique, pratique de ce qu'est le numérique, mais aussi des espaces de réflexion sur la pratique pour la repenser dans un monde devenu numérique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que... Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas prendre trop de temps, mais qu'est-ce que ce serait que repenser, ou en tout cas penser ou adapter la pratique d'accompagnement dans une société devenue numérique? Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, elle m'a aidé, je crois, à préciser un peu le sens de mon propos. Merci. Que je peux intervenir? Allez-y, Sylvie. Bonjour, donc Sylvie, éducatrice spécialisée en prévention sur le territoire du NEO. Enfin, je crois que ce qui est important aussi, c'est de se former tout au long de la vie, hein, notamment autour de ces nouvelles pratiques. Hein. Et pour moi, ce que je suis vu, et là je mets en lien avec le terrain, les rencontres avec les personnes, c'est un révélateur aussi de nos pratiques aussi et du fonctionnement. Hein. Voilà. Je prends rapidement l'exemple d'un père, effectivement, que j'ai rencontré hier, où finalement, divorcé depuis 15 ans, c'est toujours sa femme qui gère effectivement tous ses comptes. Il ne savait pas ce que c'était Amélie, il ne savait pas quoi. Donc, c'est un révélateur d'un fonctionnement aussi familial, quoi. Il est aussi en souffrance, ce père. Il n'avait plus accès effectivement à les documents, quoi que ce soit. Donc, c'est aussi une opportunité, comme la pandémie, de renouveler nos pratiques, de les repenser. Voilà. Merci. Oui, merci Sylvie pour effectivement ce témoignage qui montre qu'effectivement derrière finalement le numérique, c'est autre chose qui se trame. Donc, ce n'est pas finalement la question de l'outil, c'est ce que dit François. Ce n'est pas que la question de l'outil, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça révèle finalement comme fonctionnement déjà existant. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Sinon, on peut justement aller sur la deuxième partie, François, qui était plutôt sur la question de la relation d'aide et qu'est-ce que ça change le numérique dans la relation d'aide? Est-ce qu'il y a une autre réaction ou pas? Dernier appel. Moi, si je peux me permettre, je rajouterai pour l'accompagnement justement la question de la temporalité aussi. Voilà, on accompagne, mais c'est vrai que la plupart des personnes qu'on accompagne sont assez réfractaires ou pour d'autres qui n'ont pas connaissance du numérique. Et donc, cette question de temporalité, moi, elle est à repenser aussi, puisque ça prend plus de temps, à mon sens, hein, d'après mon expérience. Mais je pense que vous avez raison, la question du temps, elle est importante, effectivement, dans l'accompagnement social en général, dans l'intervention sociale. Je ne sais pas, François, si tu as une réaction sur cet enjeu, cette question, cette réaction. Oui, je vous remercie pour ces réactions. Je crois aussi que la question de la temporalité, elle est centrale. Elle peut se penser à plein de niveaux, en termes notamment aussi de synchronisation avec les temporalités des publics. Hein. Le temps du travail social n'est pas forcément le temps de l'usager et que cet enjeu, il existe, il préexistait au numérique. Et enfin, à l'avènement de la société numérique en tout cas, et qu'il doit de nouveau être mis sur le métier à l'occasion de ce moment numérique qu'on est en train de vivre. Donc, pour moi, et là je rejoins plutôt la première intervention, c'est effectivement, le numérique est un moment, je l'expliquerai tout à l'heure, ce qui se joue autour du numérique, c'est à la fois un moment de trouble, voilà, ça vient nous interroger, ça vient faire émerger des besoins de formation, des besoins d'explicitation, surtout, et ça je le répéterai beaucoup, mais surtout de délibération collective. Ça ne peut pas être qu'une affaire de moi face à la technique individuelle, mais c'est l'affaire d'un collectif.
Et donc, un moment de trouble, mais aussi une occasion, un kairos, diraient les Grecs, là, de remettre sur le métier un certain nombre de questions qui étaient centrales. Je donne un exemple. J'accompagne des équipes, et ils voulaient bosser sur comment rendre autonomes les personnes face aux administrations. Et ben, un peu comme ça vient d'être dit, comment faire ce travail-là, rendre autonome face aux démarches administratives, sans finalement se reposer la question de qu'est-ce que c'est que l'autonomie. Et donc, voilà, on a bien le double mouvement que vous décrivez, hein, c'est-à-dire nécessité de penser l'accompagnement, pas simplement dans le rapport à la techno individuelle, mais en collectif. Et à cette occasion, on remet sur le métier un certain nombre de choses. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant dans ce que j'appelle moi aujourd'hui le moment numérique. C'est cette remise au travail d'un certain nombre de dimensions axiologiques de la pratique. Alors, l'autonomie, l'émancipation, la protection, l'éducation, c'est ça qui est et qui devrait être au cœur de ce moment. Et non pas, non pas que comment marche la machine, etc. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. On continue? Il est 10h12, hein, donc je te propose, si tu as vraiment 20 minutes pour la présentation, que ceux qui doivent partir à 10h30, voilà, ne participent pas à l'échange ensuite, mais qu'on puisse pas prendre trop de retard. Ça marche. Bon, je reviens sur mon propos. Donc, certains usages sociaux s'érigent en fait en exigence sociale. Hein. C'était repéré dès 2013 par le Conseil national du numérique et c'est confirmé. Ça s'accentue notamment à l'occasion du premier confinement. Je vais donc inscrire mon propos dans la thématique de l'accès au droit. Alors, je n'ai pas le temps de le faire, mais je pense que tout le monde est familier avec la notion d'accès au droit et son corollaire des années 90, le non-recours, hein, c'est-à-dire le fait d'être éligible à un droit, mais de ne pas en bénéficier en fait, pour différents types de raisons. Je mettrai dans le chat le lien vers l'Odenor, l'Observatoire du non-recours, qui propose des analyses tout à fait éclairantes sur ce qu'est le non-recours, ses causes. Et puis surtout Pierre Mazet, que vous verrez la prochaine fois, qui est spécialiste de cette question, pourra en dire beaucoup plus. Mais quelques éléments de contexte avant de parler de la pratique des travailleurs sociaux. Alors, je vais aller forcément vite et les spécialistes de la question m'excuseront. Hein. Vous trouverez des compléments et des développements dans la bibliographie que je proposerai. Bon, dire que le contexte, c'est celui du développement généralisé de l'e-administration. Le plan Action publique 2022 nous annonce 100% des services dématérialisés dès 2022. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que finalement, la relation administrative aujourd'hui comporte des exigences de connectivité, des exigences de compétences numériques. Toutes les échelles de la relation administrative sont concernées, hein, de la prise de contact à la réalisation jusqu'au suivi d'une demande de droit. Et nous avons donc des citoyens qui sont confrontés aux exigences numériques de la relation administrative. Qu'est-ce que c'est qu'une exigence numérique? C'est finalement qu'est-ce que les dispositifs d'accès au droit demandent aux ayants droit de faire. Avoir un mail, envoyer un mail, faire un scan, faire une photocopie, la scanner, l'envoyer, remplir un formulaire, se connecter avec France Connect, etc. Donc, c'est finalement un outil de description très factuel de qu'est-ce qui est contenu dans une démarche administrative dématérialisée, sachant que c'est un outil qui permet aussi de pointer que les dématérialisations sont plurielles. En fait, il y a différentes manières de dématérialiser et qu'on ne peut pas regarder cette question que du point de vue de la personne face à la démarche administrative, hein, c'est-à-dire ne pas s'occuper simplement des incapacités enfin, pas simplement s'intéresser aux gens qui seraient incapables, mais aussi s'interroger sur qu'est-ce qui les met en incapacité.
Et en partie, un certain nombre de nos concitoyens sont mis en incapacité d'accéder à leurs droits parce qu'ils sont confrontés à des exigences numériques auxquelles ils ne parviennent pas à répondre. Voilà. Et c'est le cas notamment des personnes en difficulté numérique ou éloignées du numérique, en situation d'électronisme, comme le propose l'INSEE là, dans son enquête sur l'électronisme. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont, pour qui le numérique est soit absent de leur vie quotidienne ou éloigné. Il faut tout à fait souligner que les personnes concernées par des difficultés dans l'accès aux droits et la relation administrative ne sont pas que des personnes coupées du numérique. Plein d'exemples, et je pense qu'il y a des médiateurs dans la salle qui pourront en témoigner aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des pratiques numériques quotidiennes, Internet à la maison, ordinateur, iPhone, qui sont des internautes quotidiens, voire hebdomadaires, mais qui, néanmoins, face au numérique administratif, face à la démarche numérique administrative, ont besoin de solliciter de l'aide, un coup de main, peut-être parfois de la réassurance, etc. Donc, ce n'est pas simplement une histoire de fracture, hein, comme on disait avant. Hein. En gros, ceux qui ne savent pas faire sont en difficulté. Non, c'est beaucoup plus diffus que ça. Et un certain nombre de personnes en difficulté dans la relation administrative sont des internautes réguliers. Alors, sans m'étendre sur cette question, dire que la dématérialisation parfois s'impose dans un certain nombre de démarches, elle est la seule voie d'accès aux droits possibles, et qu'un autre mouvement de la démat, ça a été la restriction hein, des possibilités d'accéder aux organismes sociaux, aux guichets, à finalement des interlocuteurs pour les démarches administratives. Ce qui fait que un certain nombre d'acteurs de proximité, que sont les travailleurs sociaux dans leur centre départemental d'action sociale, les secrétaires de mairie, les CCAS, les médiathèques, etc. Parfois aussi les structures de médiation numérique déjà présentes sur les territoires, hein, les EPN, les cyberbases. Voilà, un ensemble d'acteurs sociaux de proximité qui ont été sollicités pour apporter une aide à la réalisation des démarches administratives en ligne. Et parfois de manière massive, hein, certaines institutions témoignant que les demandes sont nombreuses et prennent une place importante à la fois dans l'activité de la structure, mais aussi dans le temps qu'on peut consacrer à une personne. Voilà, on passe notre temps à faire les démarches. Donc, ce n'est pas un petit sujet pour ces acteurs sociaux de proximité qui conservent hein, finalement un point d'accès sur les territoires. On pourrait dire aussi que cette question se pose différemment en fonction des territoires, hein, territoire rural, territoire urbain, etc. Du coup, ces territoires ou ces institutions vont être confrontés à cette question de la demande d'aide numérique, et ils vont se poser la question, en tout cas être confrontés à deux types d'objectifs, parfois indistincts. Comment on fait pour répondre à ces demandes dans le sens d'une réussite de la démarche administrative, tout en sachant que faire une démarche pour une carte grise sur le site ANTS, c'est une chose qui n'a pas tout à fait les mêmes conséquences que réussir sa déclaration à la CAF pour des prestations sociales. Les conséquences sur la vie des gens ne sont évidemment pas du tout les mêmes. Donc, réussir les démarches administratives, et puis d'un autre côté, la question de la montée en autonomie dans la relation administrative, comment, au-delà de l'aide ponctuelle qu'on peut apporter aux personnes, comment penser la montée en autonomie, c'est-à-dire devenir autonome, et pour un certain nombre de personnes, redevenir autonome, puisqu'ils l'étaient avant la démat et ils ne le sont plus aujourd'hui. Donc, des questions compliquées auxquelles sont confrontés les acteurs sociaux de proximité. Alors, je passe sur ces données chiffrées, je vous donnerai le PowerPoint, ça permet d'objectiver un peu les choses. Peut-être redire qu'il ne faut surtout pas être manichéen, puisque la dématérialisation satisfait un grand nombre de nos concitoyens. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents de ne pas avoir à faire la queue
aux impôts ou au Trésor public ou à la CPAM. Néanmoins, il y a une distribution sociale de cette satisfaction, comme le montre ce schéma, mais je ne m'étends pas. Donc, avec mon collègue Pierre Mazet, on a fait une étude de terrain sur cette question. On s'est porté à la rencontre d'un certain nombre de travailleurs sociaux et d'intervenants sociaux pour voir finalement qu'est-ce qu'ils vivaient lorsqu'ils étaient confrontés à des demandes d'aide numérique de la part des publics et des habitants. En quoi ça pouvait leur poser question. On a mobilisé la notion d'épreuve de professionnalité qui porte sur le trouble qu'un certain nombre de professionnels peuvent ressentir lorsqu'ils sont confrontés à une situation dans laquelle ils ne savent pas au juste très bien quoi faire. Alors pourquoi sont-ils troublés? On propose un cadre d'analyse que je vais commenter. En fait, il y a deux niveaux du trouble. Face à une demande d'aide numérique, une demande d'aide aux démarches administratives, on a des professionnels qui commencent par se demander « est-ce qu'il faut aider? Est-ce que c'est à moi, travailleur social, médiathécaire, médiateur social, médiateur numérique, est-ce que c'est à moi d'aider pour une démarche administrative? Est-ce qu'on me demande de le faire? Est-ce que c'est à mon institution de prendre en charge une demande de ce type? Est-ce que ce ne serait pas plutôt à la CAF, à la CPAM, aux impôts, de penser la manière dont on peut répondre aux demandes des usagers dans leur démarche? Est-ce que je ne suis pas en train de vivre une espèce de délégation masquée du boulot qu'on me propose? Et puis, mon mandat n'est pas clair. On ne m'a jamais demandé de faire les démarches à la place des gens. Moi, je suis là pour faire de l'accès au droit. Oui, mais aujourd'hui, l'accès au droit comprend une dimension e-administrative. OK, mais comment est-ce que je peux obtenir de ma hiérarchie, de ma direction, des consignes un peu claires sur la question? On a des professionnels qui sont finalement confrontés à une évolution de leur périmètre d'activité. Je devrais faire une place à la question de l'accompagnement aux démarches administratives dans le cadre de mon activité. Mais quelle place? Jusqu'où je peux aller? Jusqu'où je dois aller? Et si ça commence à prendre trop de temps sur mon boulot, comment je gère cette question-là? Donc, premier niveau, le périmètre de l'activité, la potentialité de l'aide numérique, faut-il aider? Une fois qu'on a dit ça, on pense tout de suite, parce qu'il est immédiatement convoqué, à un deuxième niveau du trouble qui concerne cette fois-ci l'effectivité de l'aide. Comment aider? Comment on s'y prend finalement dans la pratique, dans les postures, dans le matériel pour faire de l'aide numérique? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit de réussir la démarche ou est-ce qu'il s'agit de rendre la personne autonome? Et à quelles conditions on peut rendre quelqu'un autonome? Est-ce qu'il faut faire une démonstration? Est-ce qu'il faut le mettre en situation de faire? Et comment on s'y prend pour faire ça? Avec quel matériel? Beaucoup de gens qu'on a interrogés ont un ordinateur, oui, mais c'est le leur, il est tourné vers eux, il est configuré avec une session individuelle à leur nom, et il n'a jamais été prévu qu'ils puissent tourner l'écran, donner la souris à quelqu'un, et puis rien ne nous dit que parce qu'on fait une fois une démarche avec quelqu'un, c'est bon, il saura la faire à jamais. Parce que peut-être que cette personne vient demander de l'aide parce qu'elle n'a pas d'ordinateur, donc voilà, parce qu'elle n'a pas de connexion Internet, mais peut-être aussi parce qu'elle a un besoin de réassurance, elle a besoin d'être aidée dans cette démarche administrative. Et du coup, il faudrait penser les postures d'aide qui permettent d'agir sur ces différents types de problématiques. Et ça convoque des savoirs professionnels qui sont plutôt ceux de la médiation numérique.
Mais en même temps, les médiateurs numériques, eux, je parle prudemment parce que je sais qu'il y en a, et puis ils pourront réagir, je suis obligé d'aller vite. Mais les médiateurs numériques, ils peuvent se poser le même type de questions concernant l'accompagnement social. Comment on instaure la relation d'aide, jusqu'où moi je vais dans la dimension sociale de l'accompagnement. Donc, deux niveaux du trouble, faut-il aider, comment aider? Et ce qui se joue, c'est que pour un certain nombre de professionnels de terrain, c'est que finalement, ces questions ne sont pas des questions, c'est un non-choix. Parce que ces acteurs de proximité, engagés dans la relation d'aide, et tenus par la relation d'aide, ne pas aider, c'est extrêmement coûteux. Mais aider, ça pose plein de questions, et ça peut me mettre en difficulté. Et comment est-ce qu'on résout, on résout cette quadrature du cercle? Alors, un point qu'il est vraiment important de considérer, c'est que lorsqu'on pense l'aide numérique, il faut tout de suite dire que pour les accompagnements sociaux, ça les met en situation d'adopter des pratiques numériques qui sont des pratiques numériques partagées. On a une triangulation entre l'accompagnant, l'usager et le dispositif numérique lui-même. Et ça suppose, oui, donc de regarder un écran ensemble, d'utiliser simultanément ou à tour de rôle des périphériques comme la souris ou le clavier. Qui fait quoi? Qui prend la souris? Ça suppose, donc je l'ai dit, de détourner des équipements informatiques qui très souvent n'avaient pas été pensés pour ça, mais aussi de faire de l'informatique ensemble sur des plateformes d'accès aux droits, qui peuvent être celles de Pôle emploi, de la CAF, qui ne sont pas non plus prévues pour ça. L'idée de la plateforme, c'est une session d'identification, Monsieur Dupont fait sa démarche. Il n'y a pas forcément de la place pour un tiers aidant. Encore que ça commence à changer, et on va certainement en parler en fin d'intervention, mais il y a le dispositif Aidant Connect qui commence à penser cette question et à laisser de la place pour les aidants sur les plateformes. Mais en tout cas, au moment où on fait notre travail, on a des professionnels qui sont clairement dans un double détournement de leur matos pro qui le tordent pour pouvoir faire de l'aide avec les personnes, et un détournement des plateformes où finalement ils s'identifient à la place des personnes, même si elles sont là, et on fait une démarche au nom de la personne dans une forme d'insécurité légale très forte pour les professionnels. Des bricolages à l'appel, ça a été dit dans le petit film, mais la création d'adresses mail de circonstances au moment de l'aide, il faut une adresse mail, je vous fais une adresse mail, mais la personne ne l'utilise plus, qu'est-ce qui se passe par la suite, etc. Donc, des pratiques qui s'inventent dans l'urgence, qui peuvent mettre en tension les professionnels. Alors, on a des pratiques d'aide et de réponse aux demandes d'aide numérique qui sont en fait indéfinies, sans fin, tant du point de vue de leur finalité. Qu'est-ce qu'on vise là? Est-ce que c'est réussir la démarche, éviter la rupture des droits, c'est tout à fait important, ou est-ce que c'est rendre les personnes autonomes, faire en sorte qu'elles n'aient plus finalement à venir solliciter de l'aide? Mais ce n'est pas très clair ce qu'on attend de moi. Je n'ai pas vraiment de cadre très explicite là-dessus. Et puis, indéfini du point de vue aussi de la durée. Des pratiques limitées par les configurations matérielles, et c'est très clair que, et ça fait le lien avec la première partie de mon intervention, qu'à l'heure où on parle de la révolution numérique dans le champ du travail social, des apports potentiels de l'intelligence artificielle, etc., en fait, sur les terrains, il y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de smartphone, dont les connexions Internet sont bridées, parce que vous comprenez, les gens pourraient, par exemple, aller sur Facebook sur leur temps de travail, donc on restreint. Enfin bref, des configurations matérielles qui sont assez souvent incapacitantes et qui ne permettent pas franchement à l'aide numérique de se déployer, si tant est qu'on en ait le temps. Des pratiques incertaines, parce que ce n'est pas parce qu'on a les moyens de laisser faire ou de faire avec que, pour autant, ça va être efficace du point de vue de l'autonomie ou de la réussite des démarches. Voilà,
pratique indéfinie, pratique limitée, pratique incertaine. On est dans une configuration compliquée pour nos travailleurs sociaux. Et en fait, ce qu'ils font s'inscrit clairement dans une perspective d'automandat. C'est-à-dire que, en l'absence de cadre vraiment clair et défini au sein de leur institution sur ce qu'il convient de faire en la matière, on a des professionnels qui s'auto-saisissent de cette question quand ils le peuvent. Et quand ils ne le peuvent pas, bien sûr, ils ne le font pas, mais ce n'est pas sans conséquences sur les relations qu'ils établissent aux personnes, sur leur propre conception de leur activité professionnelle. Un peu laissés à eux-mêmes sur ces questions. Et globalement, l'aide numérique est renvoyée à la pratique des professionnels et ne constitue pas une pratique professionnelle au sens où elle serait, comme on se le disait au moment de la pause, négociée, pensée, élaborée dans des cadres de délibération qui soient des cadres communs. De manière très symptomatique, peut-être anecdotique, très souvent, les formations sur ces questions, un peu comme aujourd'hui, sont finalement dispensées de manière interinstitutionnelle. C'est-à-dire que les gens qui se sentent concernés viennent en formation sur ces questions et ils vont, j'en ai animé, hein, ils vont se saisir d'un certain nombre d'outils, les cadres de la CNIL. La CNIL a fait un cadre pour les travailleurs sociaux qui aide, un cadre légal avec un exemple de mandat, c'est tout à fait utile. Ils vont découvrir les outils d'Emmaüs Connect ou de la stratégie d'inclusion numérique du gouvernement qui offre tout un tas d'outils. Donc, ils vont pouvoir se saisir d'un certain nombre d'éléments leur permettant d'aider, mais assez globalement, ils vont être limités par le fait que ces questions sont assez peu travailler au niveau de leur institution, du mandat qu'ils peuvent avoir, et plus encore au niveau du territoire. Mais là, c'est des questions qu'on travaillera, que vous aurez à aborder avec Pierre lors de la prochaine session. Voilà. Faut penser peut-être à conclure, enfin à conclure en tout cas, il est 10h32, donc si on peut… ouais, je vais m'arrêter. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai peut-être envie de non pas conclure, de vous faire ouais, voilà. J'avais prévu de le faire et je dirais, j'arrêterai sur la question de la médiation numérique. Dans l'exposé que j'ai fait des pratiques des travailleurs sociaux confrontés aux demandes d'aide numérique, dans la dimension comment aider, on voit bien que la pratique de ces accompagnants sociaux et éducatifs pourrait venir embarquer des pratiques d'accompagnement à l'usage des technologies. Et cette question de l'accompagnement à l'usage des technologies, elle est travaillée dans d'autres espaces depuis longtemps, sous différentes appellations, et qui aujourd'hui, on tend à la regrouper sous le slogan de médiation numérique. Voilà, ça concerne des espaces constitués depuis parfois longtemps, des espaces d'animation multimédia, des espaces publics numériques, des clubs informatiques jusqu'aux associations de promotion des usages du numérique, etc. etc. Donc, un champ assez global de la médiation numérique qui peut, aujourd'hui, le mouvement, c'est celui de s'interroger sur la manière dont le champ du travail social peut s'appuyer ou s'articuler avec celui de la médiation numérique pour penser les trajectoires d'accès aux droits des personnes qui seraient en difficulté dans la relation administrative. Et vous le voyez sur cette enquête du CREDOC en 2018, les lieux d'accompagnement, d'accès aux équipements et d'accompagnement possible aux usages qui sont identifiés dans la population française, c'est beaucoup les médiathèques. Et effectivement, dans les médiathèques, on trouve souvent des médiateurs numériques. On les trouve aussi dans les espaces publics numériques, dans les maisons de services au public, etc. Bon, c'est vraiment l'enjeu de l'articulation du champ du travail social avec le champ de la médiation numérique est tout à fait important. Et bien sûr, il faut regarder à l'échelle des territoires comment les choses se passent.
on ne peut parfois, certains travailleurs sociaux ont autour d'eux, spatialement, géographiquement parlant, des relais potentiels, des médiateurs avec qui ils peuvent rentrer en relation de partenariat, voire de coordination, et sur d'autres territoires, beaucoup moins, bien sûr. Donc voilà, cet enjeu de l'articulation peut être aussi un des leviers pour penser ces questions de difficultés face à la relation e-administrative. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.